Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, il est l'heure de faire le top film de 2023. Cette année, j'ai vu 210 films sortis en 2023. J'avais vu un petit peu moins l'année d'avant, mais c'était à peu près la même chose. Ça durera pas beaucoup d'années, parce que très vite, je vais commencer à travailler et j'aurai beaucoup moins de temps. Mais j'en profite pour le moment, j'en ai vu vraiment pas mal, donc je suis très content de ce résultat. Et aujourd'hui, on va parler des 10 meilleurs films parmi tous ces films que j'ai vus. Il y a quand même une petite vingtaine de films que j'ai gardés de côté, où je vais vous en parler très rapidement, parce que c'est quand même des films que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais malheureusement il n'y a pas assez de place, donc je vais les traiter très rapidement, mais on va s'attaquer vraiment plus sur le top 10 un peu plus tard. Et avant de commencer les mentions honorables, je rappelle bien sûr que c'est un top complètement subjectif, ça me paraît important de le rappeler. C'est pas parce que c'est en mention honorable et que vous en fait c'est le top 1, ou c'est pas parce que mon top 1 est en fait votre flop 1 qu'il faut s'énerver, c'est pas grave, au contraire c'est bien, ça veut dire qu'on a tous des opinions différentes et ça c'est une très bonne chose. Mais n'hésitez pas à partager votre avis, votre ressenti sur mon top dans les commentaires, mais voilà, vous énervez pas, ça sert à rien, c'est juste une opinion avant tout. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec du coup une vingtaine de mentions honorables que je vais traiter assez rapidement, sinon la vidéo va durer des plombes, donc rapidement. Pour commencer, nous avons Dernière nuit à Milan, qui est un polar thriller italien que j'ai trouvé vraiment très bon, avec une atmosphère froide et glaçante, une mise en scène vraiment très bonne, une interprétation très solide, un générique assez fou, une très bonne musique. Bref, c'est vraiment un très bon polar que j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous invite à le découvrir. De même pour un autre thriller, cette fois-ci américain, qui s'appelle Misanthrope, avec Shailene Woodley notamment et Ben Mendelsohn, que j'ai vraiment beaucoup aimé également, avec une photographie à tomber par terre, une BO très sympathique, une atmosphère là encore assez glaçante, assez pesante, et qui fonctionne très bien. C'est pas un film très surprenant, mais c'est un film très bien fait, donc là encore je ne peux que vous encourager à le découvrir, c'est vraiment un très bon thriller. Ensuite, un film qui est sorti en 2024, mais que j'ai vu en 2023 au Festival de Cannes et que je voulais quand même citer, parce que même si c'est pas un film que j'ai adoré, c'est un film qui me reste beaucoup en tête, c'est The Zone of Interest, qui est sorti du coup en janvier en France, et qui était clairement l'un des films qui m'avait le plus laissé perplexe au Festival de Cannes, mais j'y repense sans cesse depuis. Sans cesse, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas j'y repense souvent, et je pense vraiment que c'est un film assez fort dans ce qu'il essaye de faire, et il le fait même très bien. Donc il faudrait que j'ai vraiment très envie de le revoir pour me refaire un avis, mais c'est vraiment l'un des films qui me hante le plus cette année. Ensuite, Dream Scenario avec Nicolas Cage, qui est un film qui traite notamment de la cancel culture de façon assez humoristique, et ça fonctionne très bien parce que Nicolas Cage est formidable dans ce film, c'est vraiment très très drôle, mais il y a aussi 2-3 scènes qui sont un petit peu plus pesantes, un petit peu plus, je dirais pas terrifiantes, mais en tout cas qui feront assez peur et qui fonctionnent bien. Et non, franchement, c'est un film que j'ai beaucoup aimé dans son concept, dans ce que ça racontait, donc là encore, je ne peux que vous le recommander, c'était vraiment un très bon moment. Ensuite, un biopic français que j'ai vu là encore au Festival de Cannes et qui m'avait vraiment beaucoup plu, c'est L'Abbé Pierre, une vie de combat, réalisé par Frédéric Tellier, avec notamment, si je me souviens bien, Benjamin Laverne, c'est ça, qui donne une performance assez remarquable, et le film en lui-même raconte une histoire formidable. C'est l'histoire de l'Abbé Pierre est forcément assez mémorable, assez forte en termes d'émotion et en termes de message, et bah le film l'est tout autant. C'est assez classique, mais c'est très efficace, il n'y a rien qui dépasse. Donc moi je ne peux que vous recommander ce biopic qui est vraiment excellent. Ensuite, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, un immanquable de cette année, c'est pas l'un des films qui m'a le plus marqué non plus cette année. Je pense que sa durée est à la fois sa qualité première et son point faible, parce que certes ça permet de rentrer dans le côté un peu lent de la disparition des Osage, de ce peuple amérindien, mais d'un autre côté ça plombe un peu le rythme du film, qui du coup est un peu 3h30 quand même, assez posé, c'est un parti pris, en soi c'est assumé, donc on peut pas tellement le reprocher, mais ça fait que ouais, j'ai quand même eu un petit peu de mal à rentrer dedans. Peut-être sur un revisionnage ce sera différent. Bref, dans tous les cas ça reste un très bon film, un excellent film même de Martin Scorsese, qui je pense que vous l'avez tous déjà vu, mais bon, voilà, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à le regarder. Ensuite, là encore un film que je pense que vous avez déjà tous vu, c'est Anatomie d'une chute de Justine Trier. Très très bon film là encore, ça a totalement mérité sa palme d'or. C'est très bien interprété, la mise en scène est sobre mais très efficace, il y a de beaux effets de montage, une musique là encore très discrète mais qui sait être efficace là encore.
une histoire aux multiples interprétations qui est vraiment très très cool. Bref, je ne peux que vous recommander là encore Anatomie d'une chute, qui est vraiment un très bon film français, et ça fait plaisir de voir qu'il a gagné la Palme d'Or, parce que oui, c'est franchement un très bon film. Ensuite, l'un de mes coups de cœur de Cannes, qui à mon sens aura peut-être un peu plus mérité la Palme d'Or, mais c'est qu'une question de goût personnel et ça se joue de peu, c'est même très différent comme film, c'est La Passion de Dodin Bouffant, avec Benoît Magimel et Juliette Binoche, que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ce film assez hypnotisant dans sa façon de filmer la nourriture. J'ai jamais vu un film aussi bien filmé, la préparation d'un repas ou même le simple fait de manger ou de créer un repas. Bref, c'est absolument formidable en termes de photographie, c'est à tomber par terre, c'est magnifique. Et en plus de cela, le casting est formidable, c'est vraiment une histoire très touchante, simple hein, mais voilà, je sais pas, ça m'a conquis, j'ai beaucoup aimé ce film et je ne peux que vous encourager à le découvrir, même si c'est un petit peu lent, mais moi je suis bien rentré dedans. Ensuite, un autre film français de genre, cette fois-ci, avec Vincent doit mourir, que j'ai vu là encore au Festival de Cannes et qui m'avait énormément plu, c'était génial, c'est de l'humour noir avec une mise en scène excellente, un très bon casting, une super ambiance, vraiment très bon scénario, avec un concept très original, et non franchement c'est génial. Vincent doit mourir, c'est juste génial, donc si vous l'avez pas vu, c'est vraiment un très bon film de genre français. Et pour rester dans le film de genre français, on a aussi Le règne animal, qui est excellent là encore, qui a quelques défauts, mais que je trouve plutôt vraiment touchant là encore, c'est très efficace, les créatures du film sont plutôt bien faites, 2-3 effets spéciaux à revoir, mais franchement dans l'ensemble c'est vraiment très très bon. Puis la musique est très cool également, le casting s'en sort très bien, moi j'aime beaucoup notamment Paul Kercher mais aussi Romain Duris, je sais que pas beaucoup de gens aiment Romain Duris, en tout cas en termes d'acteur, mais moi j'avoue que je suis très fan de son jeu, faut aimer, mais j'aime bien la façon dont il interprète son personnage, et non franchement Le règne animal c'est l'un de mes coups de cœur de cette année, je ne peux que vous encourager à le découvrir si ce n'est pas encore fait, surtout qu'à mon avis il va rafler pas mal de César, je pense que cette vidéo sortira après les Césars, à mon avis il aura raflé un bon gros nombre de César, donc on verra bien. Ensuite, on a Wonka, un petit film, une comédie musicale pour Noël que j'ai trouvé vraiment très enthousiasmante. Ça a été un pur plaisir. Je l'ai vu juste après mes partiels en plus, donc croyez-moi que j'avais qu'une envie, c'était de me vider la tête. Et là, franchement, quel bonheur de voir ce film qui juste voilà, un immense plaisir, un petit bonbon finalement, avec une magnifique mise en scène, de très bonne musique, des personnages très attachants, et non franchement c'est un super film, voilà, je peux pas dire autre chose que c'est vraiment un super film familial, et j'espère un jour pouvoir montrer ça, même si c'est très différent de Charlie et la chocolaterie, c'est le but, donc moi ça me dérange pas forcément, et non franchement c'est un super film, donc voilà, je ne peux que vous le recommander également si vous aimez bien les comédies musicales. Ensuite, au début c'était une légère déception, mais plus j'y repense, plus je me dis quand même que c'était quand même très bien. C'est Mission Impossible Dead Reckoning, qui a été un petit flop au box-office malheureusement, et je trouve ça un petit peu dommage parce que mine de rien le film reste quand même très très bon, je veux dire en termes d'action ça reste quand même excellent. C'est sûr que Mission Impossible Fallout a mis la barre tellement haut que ça allait être compliqué de faire mieux, il l'a pas fait d'ailleurs, mais je trouve quand même qu'il en a beaucoup sous le tapis, ce Mission Impossible, qu'il a beaucoup de choses à proposer en termes de mise en scène, ça reste excellent, le casting est impliqué, le scénario est plutôt bon là encore, 2-3 petites facilités d'écriture, on va dire, qui sont un peu dommageables, mais non, ça reste très très bon. Ensuite, un film Netflix qui est Leave the World Behind, ou Le Monde Après Nous, en VF, qui est un film qui a beaucoup divisé, il y en a qui trouvent ça nul à chier, voilà, je le dis comme ça, mais c'est parce que vraiment il y en a qui l'ont cité comme ça, et non, moi je fais partie des gens qui ont vraiment adoré ce film, qui sont complètement rentrés dans l'univers, la mise en scène est folle durant certains passages, le casting est bon, le concept du film est intéressant et le dénouement est, je trouve, très satisfaisant, qui peut paraître simple mais finalement c'est peut-être le but, enfin moi je trouve que c'est le but, en tout cas dans ce que raconte le film. Bref, le Monde Après Nous c'est vraiment un très très bon film Netflix que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à le regarder. Ensuite, un film d'animation de chez Illumination, Migration, qui est pour moi meilleur que Super Mario Bros de loin, parce que bon, j'aime bien Mario Bros, mais quand même Migration a un peu plus de personnalité, de personnages attachants, etc. Et aussi une mise en scène beaucoup plus intéressante, je trouve, même si la mise en scène de Mario est très bonne, hein, mais je veux dire, celle de Migration a quelque chose en plus, même en termes de DA, en termes de
en termes de graphisme, enfin en termes de qualité d'animation, c'est complètement fou. Puis vraiment, la famille est très attachante. Les personnages de ce film sont très attachants, ont une très bonne relation. Ça fonctionne du tonnerre, c'est drôle, c'est parfois émouvant. Enfin, c'est surtout drôle plus qu'émouvant. Non, franchement, ça fonctionne super bien. Et en plus, le doublage français est impeccable, malgré des star talent, on va dire. Il y a Laure Calamy et Pio Marmaille qui sont bons. Franchement, ils sont bons dans leur rôle, je trouve. Donc, non, franchement, c'est un super film d'animation. À voir en famille, ce serait vraiment excellent. Je vous le conseille fortement. Ensuite, un film de Guy Ritchie qui est sorti que sur Prime Video. J'ai pas vu son autre film qui s'appelle Opération Fortune. Apparemment, c'est pas terrible, mais je l'ai pas vu. Et l'autre film, c'est Covenant avec Jake Gyllenhaal et Dar Salim. Et c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé, un film de guerre qui parle d'une amitié entre deux personnes qui ne se connaissent pas du tout, qui sont assez opposées et qui finalement vont s'unir face à l'adversité. Ouais, c'est un peu cliché, mais voilà, c'est un peu l'idée globale qui ressort du film. J'ai trouvé ça vraiment très fort. Seul bémol pour moi, c'est les effets spéciaux qui sont vraiment pas terribles, mais sinon la mise en scène est bonne, la musique est mortelle de ce film, l'histoire est quand même très intéressante avec de bonnes scènes qui sont un petit peu à message, on va dire, sur l'état du système américain et de l'armée notamment. Bref, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé. Je pensais même qu'il allait finir presque dans mon top tellement que je l'avais adoré lorsque je l'avais vu. Finalement, il y a quand même des choses meilleures à mon goût, mais c'est vraiment un très bon film de guerre. Ensuite, on a The Creator qui aurait peut-être pu finir encore plus haut lui aussi, parce qu'il faudrait que je le revoie. Il y avait quand même pas mal de problèmes d'écriture, de facilité scénaristique qui étaient assez dommageables, mais mon Dieu, qu'est-ce que cet univers a l'air génial. Je veux dire, en termes déjà de pure direction artistique, c'est magnifique. Tout ce qu'ils ont eu comme idée à mixer un peu ce côté futuriste, asiatique et tout mélanger pour faire un melting pot qui ressort vraiment bien. Il y a de très bonnes idées, notamment autour de la religion, notamment. Il y a une religion qui tourne autour de ces créatures, enfin des robots justement. T'as des moines bouddhistes robotiques un petit peu. Enfin, ouais, c'est génial, je trouve ça comme délire. Puis les effets spéciaux sont tellement parfaits. Pour 80 millions surtout, mais c'est une folie à quel point ce film est magnifique. En plus, la musique est également mortelle, le casting est bon. Alors oui, l'histoire est simple, mais je veux dire, c'est d'une efficacité, vraiment, ce film est vraiment magnifique. J'ai vraiment très hâte de le revoir, surtout que j'ai acheté en steelbook, hein, il est derrière, je vous le présenterai dans une autre vidéo Blu-ray. Bref, j'adore ce film, donc il aurait pu finir plus haut. Je pense même que d'ici quelques années, peut-être que je me dirais, non, je l'aurais mis plus haut, mais voilà, j'adore ce film. Ensuite, un film que j'ai également beaucoup aimé, je pense pas qu'il va me monter lui, je pense qu'il est à sa place, c'est À l'intérieur avec Willem Dafoe, qui est un film assez particulier. Honnêtement, je vais avoir du mal à vous le recommander celui-là. C'est un film, une sorte de thriller psychologique où c'est un voleur qui se retrouve enfermé dans un appartement luxueux à New York et il doit essayer de s'en sortir. Forcément, ça va durer pas mal de temps et il va devenir un petit peu fou. Donc du coup, c'est vraiment un truc purement psychologique. Ça peut plaire à certaines personnes, dont moi qui suis plutôt bien rentré dans le délire, mais honnêtement, c'est particulier. J'aurais du mal à le recommander à plein de personnes parce que ça reste quand même un délire assez space. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce film qui a une atmosphère vraiment assez particulière, mais assez malsaine, assez hypnotisante. J'aime bien utiliser ce terme, mais vraiment c'est assez hypnotisant comme film. Ensuite, un divertissement que j'ai adoré cette année, que j'ai vu avec mon grand frère d'ailleurs, que je salue s'il passe par là, c'est Gran Turismo, l'adaptation du jeu vidéo éponyme, donc jeu vidéo de course de chez PlayStation. Je ne sais pas quoi vous dire à part que j'ai juste trop kiffé, mais vraiment. C'est un film très classique évidemment en termes de pure histoire. On va dire le gars qui vient de rien, qui va finir par atteindre le sommet, voilà, c'est une histoire classique, mais bon, ça reste efficace, surtout que c'est inspiré d'une histoire vraie qui est encore plus impressionnante du coup. Mais franchement, je trouve que l'histoire du coup est bonne, efficace, ça joue bien, la mise en scène est quand même plutôt un peu fouillie par moments, mais je trouve que ça donne un côté assez expérimental au film. Alors, c'est un peu fort expérimental, mais ce que je veux dire, c'est que un côté où le film essaye tellement de choses, tout comme le héros va essayer d'avancer, va essayer de nouvelles façons de conduire sa bécane, si je puis dire. Je trouve que même la mise en scène, des fois, essaye des choses, et alors, même si c'est pas tout le temps parfait, bah, ça reste une tentative que j'aime beaucoup, et franchement, il y a des moments qui sont fous en termes d'intensité, bah, évidemment, la course finale, avec sur la fin, en plus, la musique de Moby qu'on entendait dans la fin de Hit, musique incroyable, donc j'étais content de l'entendre, et bah voilà, c'était franchement un super divertissement, j'ai trop aimé. Voilà, je peux pas dire autre chose, j'ai trop aimé. Et le dernier film qui était à ça, mais à ça de finir dans le top,
Mais il n'y avait plus de place, c'est le film Le Consentement, qui est un film très fort sur un sujet très difficile, hein, qui parle notamment de Gabriel Matzneff, qui pendant des années, des dizaines d'années presque, a eu des rapports sexuels avec des mineurs de manière complètement publique, hein, parce qu'il en avait fait des bouquins, il en avait parlé en interview, et j'avoue que quand on voit les images d'archives, je suis toujours sidéré de voir que personne disait rien, enfin c'est complètement fou comme histoire. Et du coup le film en lui-même est assez fort, très bien interprété par Jean-Paul Rouve qui est très très bon, assez terrifiant, et Kim Michelin qui est également excellente. La mise en scène est assez sobre, je trouve qu'elle n'en fait pas des caisses, ce qui est bien pour ce genre de film, mais elle sait être efficace quand il faut. Puis la fin est excellente également, donc bref c'est un super film sur un sujet très difficile, faut être accroché quand même, hein, c'est pas un film pour tout le monde, mais super drame français, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Mais il n'est pas dans le top 10 et je vous propose qu'on attaque tout de suite ce top 10 avec la 10e position. En 10e position, on a... Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un film de genre français aussi généreux. Mais franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir, parce que le problème des films de genre en France, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont très bons, mais qui sont quand même parfois un petit peu limités, on le sent par le budget, par ce genre de choses, et parce que les réalisateurs veulent avoir un propos un petit peu plus profond, etc. Là, Vermine, c'est un film qui évidemment a un propos de fond, je dis pas non plus qu'il a pas de propos, mais c'est un film qui va à l'essentiel, qui se dit, je vais faire un film de frousse, je vais vous faire peur. Vous voyez, vous les araignées, vous avez peur de ça, je vais vous en mettre plein. Je vais vraiment vous faire du mal. En gros, c'est un peu ça pour moi l'idée. C'est un film qui va à l'essentiel, qui, que ce soit en termes d'histoire, ça démarre assez vite. Le casting est bon, assez vite caractérisé. Hein. Le but, c'est pas de créer des personnages profonds. Mais par contre, dès que ça démarre, les instants de mise en scène qu'il y a dans ce film en termes de frousse, il y a tout un passage dans un couloir, mais qui est terrifiant. Je suis pas arachnophobe du tout, hein. Vraiment je suis pas arachnophobe du tout, mais alors vraiment ce passage là j'étais tendu, mais tendu surtout qu'il nous piège bien, parce qu'on se dit une fois que la séquence est passée, on se dit ok c'est fini, on est à l'aise, tout va bien. Puis en fait il se passe un événement qui fait que ils vont devoir faire autre chose, ils vont devoir revenir de l'autre côté, et du coup c'est encore plus terrifiant, parce qu'en plus je crois qu'à ce moment là tu vois rien du tout, c'est horrible, vraiment c'est super efficace, et franchement le film se tient de A à Z, j'ai trop aimé ce film, j'ai trouvé que c'était un film d'horreur, même le meilleur film d'horreur sorti cette année, que ce soit de tous les pays hein, confondus. Je trouve que ce film est génialissime, c'est un putain de divertissement, j'ai envie de dire un putain de divertissement, tellement que je trouve ça génial. Vraiment, c'est voir ça en France, ça fait tellement plaisir. Je suis trop content. Et en plus, le réalisateur qui est Sébastien Vanitschek, ou Vanicek, je sais pas comment on dit, je crois que c'est Vanicek, il va réaliser le prochain Evil Dead, puisqu'il s'est fait repérer par Sam Raimi, du coup il va le réaliser et le co-scénariser avec notamment Florent Bernard, qui a fait notamment le scénario de Vermine, complètement fou. Mais alors vraiment, j'ai trop hâte de voir leur projet, j'espère qu'ils vont s'épanouir et qu'ils vont pas trop se faire bouffer par la machine hollywoodienne, si je puis dire. En tout cas, très hâte de voir ce que va faire le réalisateur par la suite, parce que pour un premier film, eh ben, ça démarre fort. On continue avec la 9e position, et cette 9e place, elle sera pour... Désolé. Je m'appelle Flack. Et moi, Flamme. Alors ce film, c'est assez particulier, parce que je pense que si je l'avais vu dans des conditions tout à fait normales, il serait pas dans ce top. Parce que même si vous connaissez mon amour pour Pixar, c'est un film que je trouve vraiment très très bon, hein, malgré tout. Hein, je trouve que vraiment que c'est un très bon film, un très bon Pixar. Mais je trouve quand même que c'est pas l'un des meilleurs non plus. Voilà, c'est un très bon film, mais c'est pas l'un des meilleurs que le studio ait offert, pas l'un des plus marquants, mais en fait je l'ai vu durant le festival de Cannes en film de clôture. J'avais fait la queue pendant 3 heures je crois, vraiment j'ai jamais fait ce genre de truc, hein, parce qu'en plus moi j'ai quelques difficultés à rester aussi longtemps debout pour des problèmes de santé, et là du coup j'ai attendu, et finalement à 10 places près je crois que j'étais rentré, c'était complètement dingue, j'étais tellement heureux, pardon. Et donc franchement la séance, voir ce film là, un Pixar, vous connaissez mon amour pour ce studio, voir ce film là en clôture du festival de Cannes, je sais pas si je vais revivre une séance de cinéma aussi folle que celle-ci. J'ai jamais été autant ici, je bégaye, voilà, je suis désolé, j'en perds mes mots, j'ai jamais été aussi heureux dans une salle de cinéma que devant ce film.
que durant cette séance. Donc évidemment le film n'est pas parfait, il est un peu classique, mais les personnages sont attachants, c'est magnifique, visuellement c'est sublime, la musique est très cool, il y a de très bons messages, il y a des parallèles avec notre société qui sont très intéressants sur le racisme, sur la façon dont on évolue dans la société. Il y a plein de super choses que je trouve très intéressantes et franchement c'est un super film d'animation aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Bref, c'est un Pixar quoi, hein, c'est un très bon film. Mais en plus le voir à Cannes, je vous avoue que à la fin de la séance, j'ai jamais autant pleuré de ma vie. J'étais en larmes pendant au moins 10-15 minutes, je pouvais plus m'arrêter, je faisais pas exprès, hein, vraiment il y a zéro forcing, c'est juste que c'était vraiment l'une des plus belles séances de toute ma vie, si ce n'est de la plus belle. Voilà, donc forcément je le mets pas plus haut parce qu'il y a quand même mieux, mais franchement, qu'est-ce que c'était magnifique. Voilà, qu'est-ce que c'était fou. C'était fou. Je sais pas si je vais revivre un moment de cinéma aussi fou que celui-là. Dans tous les cas, voyez Élémentaire, c'est un très bon film, mais en tout cas, j'en garde un souvenir inoubliable. Et je pense que c'est l'essentiel qu'on va avoir des films, c'est garder des souvenirs pour soi. Bah alors, je pense qu'on peut parler d'un sacré souvenir. On passe au film suivant. En 8ème position, on a un film que j'attendais pas tellement, mais au final, on a It's the things we love most that destroy us. Quelle surprise que de voir Hunger Games 5 dans ce top, parce que alors, j'aime beaucoup la saga Hunger Games, hein, je les ai notamment vus avec ma sœur qui est encore plus fan que moi, qui a lu tous les livres, ce qui n'est pas mon cas. J'aime beaucoup le premier, j'aime beaucoup le deuxième, je suis moins fan du 3, le 4 est pas mal, même s'il n'est pas parfait, donc la conclusion était un peu moins réussie que les débuts. Mais voilà, c'est une saga auquel je suis un petit peu attaché. Donc là, ils annoncent un préquel, ouais, pourquoi pas, sur l'ascension de Snow. Bon, dans l'idée, ça peut être intéressant, mais ça fait des années qu'il y a un Hunger Games, on se demande vraiment comment c'est possible que ça cartonne. Je crois que le film a correctement marché au box-office, pas de ouf, mais je crois que ça va. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est le meilleur Hunger Games. Bon, c'était pas ultra dur non plus, parce que le premier et le deuxième sont très très bons, mais pour moi, ils sont pas chef-d'œuvresque non plus. Mais franchement, ce 5e film, et bon, du coup, ce -1, ce 0, parce que vu que c'est un préquel, voilà, c'est génialissime. C'est un film qui en termes de mise en scène est très bon, qui en termes de décor et de costumes est impressionnant. Il y a de très bons effets spéciaux, ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'on s'est tapé beaucoup de blockbusters cette année avec des effets spéciaux pourris, coucou The Flash. Et non, franchement, c'est magnifique, il y a de très bons décors, de très bons costumes, bonne musique, très bon casting. Le casting est impeccable. Je trouve que tous les acteurs s'en sortent très bien. Il y en a qui sont en limite du surjeu, genre Viola Davis, mais c'est très léger, hein. Franchement, ça dérange pas tant que ça. Mais par contre, le duo principal avec Rachel Zegler qui est formidable dans le film, et on a aussi l'acteur Tom Bliss, voilà, je voulais pas dire de bêtises, du coup j'ai cherché, Tom Bliss qui est fou, il a tellement de charisme ce jeune acteur, j'ai très hâte de voir la suite de sa carrière s'il refait d'autres films. Donc il est très très bon, surtout que son personnage est tellement intéressant, son évolution dans le film est parfaitement exécutée. Je trouve vraiment que c'est très logique, c'est très bien amené, les 3 parties du film sont logiques, sont cohérentes, sont bien équilibrées. C'est vraiment un super film, j'ai trop aimé, j'ai trouvé que c'était formidable, même aussi encore une fois sur les messages politiques, les premiers Hunger Games avaient ça, notamment sur les derniers qui étaient moins bons, mais ils accentuaient plus sur le côté message politique autour de la propagande, autour de la puissance des médias. Bah, le film là continue de prolonger ces messages et de fort belle manière, il y a de très bonnes scènes qui sont assez fortes et qui fonctionnent très bien. Donc franchement, les 2h40 sont passées à une vitesse phénoménale. J'ai trop aimé. Voilà, j'ai adoré ce Hunger Games 5. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais franchement, je suis tellement rentré dedans, j'ai trouvé ça fou. Voilà, j'ai trouvé ça génialissime. Donc je ne peux que vous encourager à le découvrir. Surtout que si vous avez pas vu les autres Hunger Games, c'est pas très grave, ça reste un préquel. Même si c'est sûr que vous ne capterez pas toutes les références, mais c'est un film qui, je trouve, se suffit à lui-même. Donc si vous n'avez pas vu les autres, bah essayez au moins celui-là, vous m'en direz des nouvelles. On passe à la 7ème place, et en 7ème place, on a... I need to know that she's gonna have a decent life, where she cares about people, and that she's gonna be okay. Alors ce film-là, c'est clairement l'un de mes plus gros chocs, on va dire, de l'année, parce que y a d'autres films dans la liste qui sont au-dessus, du coup, qui m'ont moins choqué à proprement parler, mais... ils m'ont plus marqué pour d'autres éléments. Là, ce film-là, quand je l'ai fini, j'étais sur le cul. Mais vraiment, je suis sorti de la salle,
je pouvais rien dire pendant 5 minutes. Genre, je marchais, puis je me disais, qu'est-ce que je viens de voir? Genre, vraiment. Ouais, The Whale, ça m'a foutu, ouais, une sacrée claque, si je puis dire. Bon, j'ai évité d'utiliser trop ce mot parce que je sais que ça énerve certains. Mais en tous les cas, ouais, c'est vraiment un super film. Magnifiquement interprété. Je trouve que Brendan Fraser mérite son Oscar à 100%. Je sais que certains diront que c'est un petit peu... que même le film, de manière générale, est un peu misérabiliste. Je comprends. Honnêtement, je comprends pourquoi certaines personnes ne rentrent pas dedans. C'est vrai qu'il y a un aspect un peu, oui, disons-le, assez misérabiliste. Il y a un côté vraiment, on veut pousser le personnage de Brendan Fraser dans ses retranchements, le montrer en train de dépérir presque. Enfin bref, on peut considérer ça comme malsain, mais moi je trouve que, bah oui, c'est malsain, mais d'un autre côté, c'est un peu volontaire à mes yeux. C'est nous montrer à quel point cet homme est devenu l'ombre de lui-même, qui n'arrive même pas à nouer une relation avec sa propre fille. Et du coup, voir son évolution dans le film, c'est très cool. Je dois avouer que peut-être que j'ai un petit peu plus de mal avec la partie avec sa fille et l'autre garçon. Il y a tout un passage, plusieurs scènes avec entre un garçon et la fille de Brendan Fraser qui est jouée par Sadie Sink. C'est juste ces parties-là que j'ai trouvé un petit peu moins intéressant, mais il y a quand même de très bonnes scènes. Ça joue magnifiquement bien, même Hong Shou qui joue l'ami de Brendan Fraser est vraiment excellente. Et la musique est mortelle sur la scène finale, notamment la scène finale. C'est surtout cette scène finale qui m'a marqué, mais alors j'étais sur le cul quoi. Je trouve que cette scène finale est extraordinaire. Elle a beaucoup fait rire certaines personnes parce qu'il y a un plan notamment autour de pieds, j'en dis pas plus, qui... Je comprends qu'on trouve ça rigolo, moi j'ai trouvé ça fort, mais je comprends qu'on trouve ça rigolo. Moi ça m'a beaucoup plu, ça m'a beaucoup marqué. Bref, ça m'a mis juste, j'étais choqué quoi, je savais pas trop quoi en dire. Et même là, à vous parler de film là comme ça, je me rends compte que je suis pas capable non plus de l'analyser en détail ou quoi. Je sais pas, c'est juste un film qui m'a... quoi, voilà, ça m'a laissé quelque chose quoi. J'ai très marqué par The Whale et par également sa photographie magnifique et ouais, son ambiance vraiment assez marquante. Donc personnellement, je ne peux que vous recommander cet excellent film, cet excellent drame qui n'a pas volé son Oscar du meilleur acteur, clairement. On passe à la 6ème place, et cette 6ème place, elle va pas plaire à tout le monde parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont pas trop aimé ce film, mais personnellement, j'ai été totalement pris dedans. En 6ème position, on a... That little beam of light is escape. Alors ce film, je l'ai vu, je crois qu'il est sorti en mars, si je dis pas de bêtises, en mars 2023, ou février, bref. Je l'ai vu un petit peu à l'aveugle, alors je savais du coup, j'avais vu un petit peu vite fait le trailer très rapidement, et les quelques images que j'avais vues avaient l'air sublimissimes, parce qu'en plus c'est Roger Deakins à la photographie, qui a fait notamment en 1917, Blade Runner 2049, c'est un pro, c'est l'un des meilleurs, même directeur de la photo. Et voilà, j'en savais pas beaucoup plus, c'était une histoire dans un cinéma avec une femme qui va rencontrer un jeune homme et ils vont se lier d'amitié si ce n'est plus, et voilà, ils vont vivre des choses. Le film m'a pas beaucoup plu. Pour ce côté-là, justement, un petit peu foutraque, on va dire. Disons que le film ne raconte pas qu'une seule histoire, il va raconter quelques petites histoires à côté sur le personnage masculin, notamment parce vu qu'il est noir et qu'on est durant les années 80, je sais plus exactement quelle période, il me semble que c'est les années 80, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Exactement, c'est dans les années 80 en Angleterre, parce que le film est réalisé par Sam Mendes qui est britannique. Et je comprends que certains se sont ennuyés parce que les histoires qui sont racontées restent quand même pas mal en surface finalement. C'est des petites histoires du quotidien qui sont racontées entre ces deux personnes qui vont se lier d'amitié si ce n'est plus. Mais personnellement, j'ai été totalement pris dedans. Je saurais expliquer quand même, mais vraiment c'est juste, je regardais le film et je me sentais tellement bien en le regardant. C'est un film qui m'a fait beaucoup de bien. J'étais tellement relax devant déjà parce que la photographie du coup, comme l'a prévu la bande-annonce, est à tomber par terre. Mais quand je dis ça, c'est encore plus. Pour moi, c'est la plus belle photo de l'année. Bon, pour moi, c'est évident. C'est un film absolument parfait d'un point de vue visuel. J'ai rien d'autre à dire. C'est parfait. Tous les plans sont fous. Vraiment, c'est absolument magnifique. Mais au-delà de ça, la BO de Trent Reznor et Atticus Ross, c'est pas leur plus marquante, mais elle est tellement agréable et rentre tellement bien avec l'ambiance du film, ça rajoute vraiment quelque chose au film. Puis l'interprétation d'Olivia Colman est excellente. Il y a aussi le jeune acteur, il faudrait que je retrouve son nom, qui s'appelle Michael Ward, voilà.
qui joue le copain, on va dire, d'Olivia Colman. Et non, franchement, ils ont une très belle alchimie, ils jouent très très bien. Et là où certains ont dit ouais, ça se vend comme une ode au cinéma, mais au final, ça n'est pas tant que ça, c'est pas vraiment le sujet du film. Bah, justement, c'est ce que j'ai aimé. C'est un film qui te parle du cinéma, mais en tant que truc annexe. Parce que, mine de rien, on est tous passionnés de cinéma, évidemment, on aime tous regarder ce genre de choses, etc. Mais il y a plein de gens qui vont juste au cinéma pour se vider la tête, pour s'émerveiller le temps d'un instant, pour oublier leur tracas, etc. Et là, ce que j'ai aimé avec ce film, c'est qu'il y a notamment une scène, qui est probablement la meilleure scène du film, hein, qui est une scène où il y a Olivia Colman qui, justement, après avoir vécu plein de choses assez dramatiques, en fait, elle va se dire, il faut que j'aille voir un film. Je dois aller voir un film pour me vider la tête, pour essayer de voir ce que ça fait, parce qu'elle a jamais été voir un film, il me semble, dans le film, il le raconte. Et du coup, bah, t'as cette scène avec cette BO magnifique où elle va juste découvrir un film et juste être émerveillée sur le moment. Et ce que j'ai aimé, c'est que ça raconte pour moi ce qu'est la vraie force du cinéma. On a parlé de Babylone, on va en reparler d'ailleurs dans Stop parce que voilà, il est bien classé. Babylone, ça a été vendu comme une lettre d'amour au cinéma, à Hollywood, etc. Mais c'est vraiment plus sur la société, sur l'industrie finalement que ça le fait, et encore parce que ça reste quand même assez négatif. Alors que pour moi, Empire of Light, ça prend exactement ce qui est pour moi le plus intéressant, en tout cas ce qui est le plus fort quand on parle de cinéma, c'est les émotions, tout simplement. Quelle émotion on vit quand, en tant que spectateur, en tant que simple spectateur, à quel point le pouvoir du cinéma est fort pour réussir à nous faire oublier des tracas du quotidien, des trucs horribles qui nous arrivent, et juste tu vas dans une salle et tu t'es émerveillé en fait. Et c'est ce que j'ai aimé avec ce film, c'est que ça représente clairement pour moi ce qu'on aime justement dans le cinéma, c'est ce côté, notre quotidien est pas ouf, mais de temps en temps, va au cinéma et t'iras mieux. C'est tout bête, hein, tu vas aller mieux. Donc c'est cet aspect-là, j'avoue, du film qui m'a particulièrement plu. Je trouvais ça très fort, très efficace, mais au-delà de ça, je trouve que techniquement, c'est un film magnifique. Donc moi, personnellement, c'est l'un de mes gros coups de cœur de cette année, j'en ai parlé longuement d'ailleurs. Vraiment, j'adore ce film. Je trouve que c'est tellement fort, tellement émouvant, tellement magnifique. Voilà, donc je sais que c'est pas le goût de tout le monde, mais voilà, j'adore ce film et j'espère que vous allez le regarder également. J'espère que ma recommandation vous aura convaincu. N'hésitez pas à regarder Empire of Light, c'est une nouvelle œuvre magnifique de la part de Sam Mendes. On passe à la 5e place, et cette 5e place, c'est une grosse surprise parce qu'il est arrivé en janvier, tout simplement. C'est un film qui est sorti dernière semaine de décembre, je l'ai rattrapé en janvier et il finit dans mon top. C'est un film que j'attendais pas du tout, mais qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Donc en 5e place, on a... Alors Monster de Koreeda, c'est du coup un film japonais qui raconte l'histoire de deux gamins qui vont... justement, on sait pas trop ce qui leur arrive. On sait qu'il y a une sorte d'embrouille entre les deux, et parfois il y a quelques coups, enfin vraiment c'est assez flou. On sait juste qu'il y a une histoire d'un peu de harcèlement dans un collège, avec un professeur un peu dur, avec des élèves qui auraient fait machin, bref. En fait, le film prend le point de vue de trois personnages. D'abord la mère d'un des gamins, ensuite c'est le professeur, il me semble, et pour finir c'est principalement les deux gamins, ce qui leur est arrivé. C'est mon premier film de Koreeda, du coup c'était une totale découverte, je savais pas du tout à quoi m'entendre. Déjà, dès le générique d'ouverture, j'ai été marqué par la musique, qui est composée par un compositeur qui est décédé malheureusement depuis, ça je le sais, donc paix à son âme, parce qu'il a fait en plus une magnifique bande originale pour ce film qui est vraiment des petites touches de piano qui sont assez envoûtantes, je dirais. Et c'est un film qui traite du coup de la question de l'enfance, de l'innocence, parce que ça s'appelle l'innocence en version française. Justement, j'ai trouvé ça très malin de faire ce film avec ces trois points de vue, parce que ça nous permet de nous rendre compte à quel point certaines choses de l'enfance sont tellement inaccessibles pour les adultes. Et c'est d'ailleurs moi ce qui m'intéresse, parce qu'en plus je vais devenir professeur. Je suis même déjà en quelque sorte professeur, donc professeur d'histoire, géographie, et j'ai toujours cette question de me dire qu'est-ce qu'ils vivent les enfants en fait de leur côté, de quelle façon ils vont grandir, ils vont
Ils vont s'épanouir, être heureux, vivre leur vie d'enfant tout simplement. Et ce Monster justement répond à cette question d'une façon vraiment à la fois très difficile par moments, parce qu'on te suggère des choses qui sont assez graves par moments, mais ça reste quand même très sobre. C'est ça qui est très fort dans le film, c'est que ça nous sous-entend des choses assez graves, mais le film ne va jamais à fond, ne le montre jamais clairement, c'est vraiment très subtil, on va dire. C'est très sobre, il y a pas, le but c'est pas de choquer. C'est ce que j'ai aimé, c'est un film très doux au final, principalement durant sa dernière partie, où on va avoir les deux gamins, et je vais pas vous dire ce qui se passe, hein, mais du coup il y a vraiment un aspect très mignon, très touchant justement dans ce qui est montré, alors que mine de rien c'est quand même des événements assez graves, ce qui nous est raconté, mais c'est ce que j'ai aimé, c'est justement nous raconter cette histoire qui sur le papier est quand même assez grave, mais avec un ton tellement léger et tellement envoûtant que du coup t'es dans un entre-deux assez spécial, mais ça marche tellement bien quoi, c'est tellement efficace, et en termes de mise en scène c'est très bon aussi, l'interprétation est formidable, mais vraiment formidable. Bref, Monster ou L'Innocence, c'est vraiment l'un des films que j'ai le plus aimé cette année, et c'est probablement ma plus grosse surprise avec le film que je vais traiter juste après. Puisqu'en effet, en 4e position, un film que j'ai vu il y a maintenant 1 an et demi, donc ça remonte, que j'avais vu au Festival de Deauville et qui est sorti qu'en janvier 2023, qui a été une grosse claque. En 4e position, on a... Alors Les Rascals, c'est un film dont j'ai déjà parlé dans une critique, j'en ai déjà parlé également dans ma vidéo Blu-ray, sortie récemment, donc je vais pas trop me répéter, mais... Waouh, c'est un film d'une puissance, aussi bien en termes de mise en scène que du scénario. Il y a des scènes de ce film qui sont tellement fortes, en gros ça raconte l'histoire de jeunes de banlieue en 1984 qui vont chasser les skinheads, en tout cas la naissance des skinheads, parce qu'ils sont pas encore totalement dans les rues, je veux dire. Je crois que c'est qu'au début, et ensuite au fur et à mesure du film ils vont commencer à prendre de plus en plus d'ampleur. Et le film traite cette question de façon assez brutale. Ça va direct dans le truc, quoi. C'est un peu l'inverse de Monster, justement. Mais c'est ce que j'ai aimé, c'est comme ça on a deux films assez différents. Les Rascals, c'est un film qui va droit au but, qui est là pour te choquer. En tout cas, j'ai trouvé qu'il y avait des scènes de ce film, notamment sur la fin. Je vais rien vous dire. J'ai pas envie de vous spoiler. Mais il y a des scènes sur la fin, notamment 2 précisément, qui sont d'une puissance émotionnelle mais complètement dingue, puisqu'elles sont aussi surprenantes que brillamment filmées, brillamment montées, brillamment interprétées, bref, tout est brillant. Alors que c'est un premier film, c'est fou, c'est un premier film et c'est vraiment totalement maîtrisé, donc j'ai pas grand chose à dire si ce n'est bravo pour un premier film français. C'est clairement mon film français préféré de cette année 2023, c'est une grosse claque qui a pas fait beaucoup d'entrées malheureusement, donc si vous l'avez pas encore vu, n'hésitez pas, mais foncez. Regardez Les Rascals, c'est vraiment une pépite, c'est génial. Et maintenant, on arrive au podium de cette vidéo, et je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de surprise. Voilà, c'est des films que presque tout le monde a dans leur top, mais j'ai vraiment pas fait exprès, c'est juste que c'est les 3 films que j'ai le plus aimé cette année, mais j'ai vraiment pas fait exprès. Mais du coup, pour commencer, en 3e position, on a... On est censé être les gentils dans cette histoire. C'est bien ce qu'on est. Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est quand même un sacré film de super-héros. Parce que ça arrive à lier plusieurs scénarios, mine de rien, parce qu'on a plusieurs origin story, on a plusieurs personnages, on a plusieurs temporalités, on a plusieurs multivers, etc. Mais ça le fait de façon brillante, peut-être un poil surchargé parce que le film fait 2h20, il y a beaucoup d'infos, ça déborde peut-être un petit peu, mais en termes d'animation, c'est dantesque, je sais même plus quoi dire, tellement que c'est fou le mélange qu'ils arrivent à faire entre la 3D, la 2D, la direction artistique, c'est tellement créatif, tellement d'univers différents, de personnages différents, de styles différents d'animation, c'est complètement fou. La musique de Daniel Pemberton est génialissime là encore,
c'est complètement fou. Là encore, je vais répéter ça, hein, je crois que c'est d'ailleurs ce que j'avais mis en titre de vidéo, parce que j'en ai fait une critique. Si ça vous intéresse, j'avais mis fou, je crois. Mais c'est vraiment ça, c'est complètement fou. Le scénario, pareil, est tellement bien construit, les personnages sont bien écrits, attachants, les méchants sont bons, surtout le méchant qu'on aura sûrement dans la partie 2, parce que c'est un film en 2 parties, le méchant qu'on aura dans la partie 2, risque d'être fortement difficile à battre, parce que franchement le niveau est assez élevé. Le seul truc qui fait qu'il est pas en première position, parce qu'honnêtement le film est dantesque, c'est le fait que c'est un film en 2 parties. Et je trouve quand même qu'on ressent un peu trop le côté première partie. C'est-à-dire que la fin, c'est vraiment, ça te coupe en plein milieu du truc. Alors oui, du coup ça donne tellement envie de voir la suite, mais c'est pas un film complet du coup, donc moi j'attends de voir la partie 3 avant de juger totalement est-ce que c'est complètement dingue, et par contre si la partie 3 est aussi bonne que Spider-Man Across the Spider-Verse, ce sera l'une des meilleures trilogies de l'histoire du cinéma, hein. Je dis ça, vraiment, je dis ça sans aucune gêne, ce sera l'une des meilleures trilogies du cinéma, hein. Parce que le premier est génialissime, c'est même un film que j'adore, parce que c'est un film qui m'a beaucoup aidé, le deuxième me paraît encore mieux, donc le troisième... j'ai tellement hâte qu'ils prennent leur temps, ne vous pressez pas, prenez votre temps, je suis patient, il n'y a pas de problème, prenez votre temps et sortez-nous le 3e film qu'on mérite, qu'on mérite rien, mais en tout cas le meilleur 3e film possible, parce que franchement ça promet d'être extraordinaire. Bref, Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est génial, n'hésitez pas à foncer, mais attendez-vous à ce que la fin soit un peu frustrante, parce que voilà, il manque un film. On arrive à la 2e place, celui qui était à 2 doigts de finir en première position, mais il y a un autre film qui est arrivé, donc voilà, en 2e place, on a... It's the most magical place in the world. Le film est sorti en janvier et je pensais clairement que ça allait être impossible de faire mieux, parce que Babylone, c'est complètement dingue là encore. Je me répète encore, hein, désolé hein, mec, sur les 3 premiers forcément c'est un peu les mêmes délires, en même temps les 3 je les trouve complètement fous. Babylone, c'est un film de Damien Chazelle. Damien Chazelle, vous le connaissez tous, il a fait notamment Whiplash, La La Land, First Man, et en fait, vous voyez peut-être pas derrière, j'ai peut-être... non, je sais pas si on les voit, bref, c'est un petit peu au-dessus. J'ai les 4 films de Damien Chazelle, du coup, je les ai tous, et pour moi, les 4 sont des chefs-d'œuvre. Mais vraiment, hein, je fais pas exprès, parce que je suis un tweetos du cinéma, et du coup, je veux dire, oh putain, c'est des chefs-d'œuvre. Vraiment, je considère sincèrement que Whiplash, La La Land, First Man et donc Babylone sont des chefs-d'œuvre. Voilà. En tout cas, si chef-d'œuvre serait un peu fort, mais en tout cas des films extraordinaires, des films que je trouve complètement dingues à tous les points de vue. Je pense que mon préféré c'est First Man, mais ça joue tellement peu, ils sont tous bien. Et Babylone ne déroge pas à la règle. Le casting est complètement fou, ça joue bien, la mise en scène est dynamique, des idées de partout, ça est toujours en mouvement, il y a toujours de très bonnes idées, le montage est très bon, la musique de Justin Hurwitz, je n'ai même pas de mots, c'est tellement iconique que je me rappelle parfaitement de la musique de Babylone, c'est complètement dingue, c'est génial comme musique, ça reste dans la tête. Il y a un discours sur le passage du cinéma muet au parlant qui est assez classique, hein. J'ai pas vu énormément de films sur ça, mais je sais qu'il y en a plein qui existent, donc je vais pas faire comme si c'était révolutionnaire ou quoi, mais en tout cas les scènes qui traitent de ça sont excellentes. Il y a une scène notamment au milieu, je dirais, du film, où t'as Margot Robbie qui doit tourner une scène avec un micro, et ça dure pendant 20 minutes parce qu'en fait ils n'arrivent pas à régler le micro, ils n'arrivent pas de refaire la scène. C'est un passage hilarant du film. Il y a plein de scènes très marquantes de toute façon de manière générale dans ce film. La fin est... je suis mitigé, je la trouve aussi bien que je comprends pourquoi les gens trouvent que c'est un peu... c'est un montage YouTube en effet, c'est un petit peu ce côté là, c'est un petit peu ce côté vive le cinéma, etc. C'est un peu classique. Mais d'un autre côté, je sais pas, ça marche bien, je suis pris dedans en tout cas. Et c'est un film qui, malgré ses 3 heures, ne m'a pas ennuyé du tout. Il faudrait que je le revoie, c'est dit, parce que je l'ai toujours pas revu depuis que je l'ai vu en salle. Il faudrait que je le revoie parce que c'est quand même un film avec beaucoup de scènes, beaucoup de messages, beaucoup de personnages. Et je pense que ça mériterait un revisionnage, parce que là déjà ça fait 1 an que je l'ai vu et du coup... j'ai du mal à en parler en détail non plus, même si je me rappelle quand même de pas mal de scènes, ce qui prouve bien que ça m'a pas mal marqué. Mais franchement, Babylone, c'est fou. C'est fou, je répète, hein, je me répète encore une fois, hein, mais Babylone, c'est un film que j'ai adoré de A à Z. Je trouve que c'est grandiose. Voilà, c'est du Damien Chazelle. J'attends de voir un film de Damien Chazelle qui me décevra. Pour l'instant, c'est pas encore arrivé.
fort heureusement. Mais en tout cas, j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire par la suite, parce que s'il continue sur cette lancée, on va avoir l'une des meilleures filmographies que j'ai jamais vues, hein, clairement. Donc si vous n'avez pas encore vu Babylone, n'hésitez pas, c'est vraiment un excellent film si ce n'est plus. Mais il n'est que deuxième, parce que j'ai vu un autre film qui est sorti durant l'été, que j'ai vu 3 fois. J'ai vu une fois au cinéma, en IMAX, je l'ai revu au cinéma avec ma soeur, puis je l'ai revu avec mes parents parce que j'ai fait une propagande pour le revoir. Je trouve ce film grandiose, en première position de ce top. Pour moi, le meilleur film de 2023. Pas très original, tout comme les deux autres, désolé, mais en même temps, vraiment, je vois pas ce qu'il y a de mieux. En première position, on a... Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. J'ai revu ce film 3 fois, à chaque fois que je l'ai revu, il était encore mieux. Oppenheimer, c'est l'un des meilleurs films de Christopher Nolan. Je pense même que c'est mon deuxième préféré, derrière Interstellar, qui est mon préféré all time. En même temps, c'est l'un de mes films préférés. Il est top 3 de mes films préférés, donc forcément c'est compliqué de le battre. Mais Oppenheimer, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est bien, mais tout est bien. Je vais me répéter encore une fois, je m'en excuse, hein, vraiment, je fais pas exprès, en même temps quand je m'emballe, j'utilise des mots trop classiques, ça m'énerve. Le casting est phénoménal. Tous les acteurs et actrices, hein, il faut le noter, parce que certains disent que le film a pas beaucoup d'actrices, enfin pas beaucoup de... J'ai vu certains l'accuser un peu de sexisme, Oppenheimer. Alors je comprends, hein, mais le problème c'est que c'est un film historique, donc oui, évidemment, il n'y a pas beaucoup de femmes dans cette société, en tout cas, pas beaucoup de femmes qui avaient des rôles politiques importants. Évidemment que c'est dommageable, hein, c'est plus le cas aujourd'hui, en tout cas beaucoup moins le cas, fort heureusement. Mais oui, forcément, à cette période, il n'y en avait pas beaucoup, mais mine de rien, je trouve que le personnage de Jean Tatlock de Florence Pugh, mais surtout celui de Emily Blunt, qui est Kitty, je trouve que c'est un personnage fascinant, formidable, et qui est magnifiquement interprété par Emily Blunt, qui est une actrice que j'aime beaucoup. Mais le reste du casting est impariable également. On a Cillian Murphy, qui est génialissime et qui va avoir l'Oscar du meilleur acteur. S'il ne le gagne pas, je ferai rien, mais je serai un peu déçu. J'espère qu'il va le gagner. Robert Downey Jr., pareil, impérial dans son rôle de Lewis Strauss, qui est génialissime. Mais tout le reste du casting, je vais pas tous les dire, il y en a trop. Le casting est phénoménal. Bref, tout le monde est bien. La mise en scène est excellente. Le montage est très bon aussi. Surtout vu le film dure 3 heures, t'as tellement de trames qui sont liées entre le passé, le présent, et essayer de lier tout ça. À la limite, il y a peut-être 2-3 scènes, notamment, je trouve que à la limite, le seul petit défaut que j'aurais à dire sur Oppenheimer, je trouve que la première heure est un peu surchargée. Disons que quand tu regardes le film, quand tu regardes la première heure, t'es un petit peu perdu dans la trame scénaristique, dans la trame historique. Je trouve que si t'as pas les bases, et même moi qui ai les bases en tant que personne qui s'intéresse un petit peu à cette histoire, voilà, t'es un petit peu perdu. Mais dès la deuxième heure, c'est bon, je suis pris dedans. Et même la première heure, je veux dire, elle est déjà excellente. Il y a notamment le thème Can You Hear the Music de Ludwig Göransson, que vous avez déjà tous entendu, parce que ce thème est extraordinaire. Cette BO de Ludwig Göransson, mon Dieu, parce que au-delà d'être une très bonne BO, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est très variée. Il y a évidemment le thème de Can You Hear the Music, qui est complètement fou, mais il y a plein de thèmes différents dans le film. Il y a le thème du général ou du colonel Pache, il me semble, qui est joué par Casey Affleck, qui est très bon, avec une sonorité assez perturbante. T'as le thème du Dr Hill, qui est joué par Rami Malek. T'as le thème final, évidemment, durant la scène finale. T'as le thème lors de la bombe, en tout cas de la scène où ils vont faire exploser la bombe, Trinity, qui est fou également. T'as un thème qui revient souvent lors de la première heure, plutôt la deuxième heure je pense, qui est Fusion, il me semble, qui est là encore génialissime. T'as des basses dans cette BO qui sont folles. Bref, je m'arrête là parce que sinon je vais citer toutes les chansons de la BO, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait il y a plein de musiques différentes. C'est pas juste une seule BO qui se répète souvent et qui est excellente, c'est vraiment, il y a plein de très bonnes musiques dans ce film, qui sont très variées, qui sont très utiles selon les scènes, qui savent se varier, enfin qui savent être variées selon les scènes. À la limite, la musique est très présente, peut-être trop pour certains, je sais que ça a été le cas. Moi ça me dérange pas, parce qu'elle est excellente, donc pas de problème. Mais je comprends que ça dérange certaines personnes, même si il est vrai que la meilleure scène du film, en tout cas l'une des meilleures, mais je pense que c'est la meilleure, c'est la scène où il n'y a pas de musique. C'est la scène
quand il est en train de faire son discours devant les gens de Los Alamos, et que t'as la musique qui se coupe, et t'as une scène complètement surréaliste qui est tellement puissante dans ce que ça raconte, et en termes de mise en scène, d'interprétation, c'est terrible, tellement efficace. Et puis oui, moi je suis en licence d'histoire, donc forcément le thème de la bombe atomique, du père de la bombe atomique et Oppenheimer, de ce côté, c'est à la fois peut-être un héros parce qu'il a sauvé des soldats, mais d'un autre côté c'est quelqu'un qui a créé une arme de destruction massive qui a tué des dizaines de milliers de personnes, même des centaines, d'ailleurs des centaines de milliers de personnes. Donc je trouve ce personnage tellement intéressant parce que c'est vraiment ni blanc ni noir, quoi. Il y a vraiment dans le film cet aspect-là que j'aime beaucoup, qui est bien sûr qu'on juge un peu le personnage sur ses actes, mais d'un autre côté on essaye de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, tout le processus de création, les doutes qu'a eu le personnage, qu'a eu les autres personnages également, et finalement ce que ça va lui coûter avec toute la troisième heure, qui est la meilleure partie du film, où ça part en film de procès autour du macartisme et de l'accusation d'Oppenheimer d'être communiste. Ça crée des scènes d'une tension complètement folle et qui sont du coup très surprenantes parce que tu t'attends pas à ça, en tout cas sur la dernière partie, mais ouais, ça marche du tonnerre, quoi. Et cet aspect historique mêlé à toute cette maestria technique, cette maestria en termes de casting, et tout ça, du coup, forcément, ça crée un film historique absolument passionnant de bout en bout. Je pourrais le revoir encore et encore, que je trouverai encore des choses que j'avais pas vu la première fois qui sont géniaux, qui rajoutent du crédit au film. C'est un chef-d'œuvre. C'est vraiment le film de la liste, que celui-là je peux le dire sans broncher, c'est un chef-d'œuvre. Parce que Babylone et Spider-Man, c'est excellentissime également, c'est pas loin du chef-d'œuvre, mais voilà, il manque un petit truc, on va dire, pour que ce soit parfait. Là, Oppenheimer, je vois pas de défaut, à part évidemment, comme je vous ai dit, la première heure qui est un petit peu trop surchargée, mais sinon, c'est complètement dingue comme film. Bref, je m'arrête là. Oppenheimer, pour moi, c'est le meilleur film de 2023. C'est un film qui est extraordinaire, sur tous les points de vue. Voilà, c'est la fin de ce top film 2023, ça fait presque 1 heure que je tourne. Je pense que ça s'entend à ma voix, que je commence à avoir un petit peu mal à la gorge, je vais aller boire de l'eau, ça me fera du bien. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, à mettre en commentaire votre top, bien évidemment, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à le mettre, et à partager aussi votre avis sur mon top, dans le respect bien entendu. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.